m'a offert un livre il y a pas longtemps, qui est un très beau cadeau pour mon humble personne, qui s'appelle L'Atlas des îles abandonnées, écrit par Judith Chalansky, que je ne connais pas du tout, que je découvre, qui est un très beau livre, qui recense, on va dire, toutes les îles abandonnées du Pacifique, enfin de tous les océans, et à chaque fois raconte, donc la situe sur la carte, raconte une histoire, donc ou une histoire légendaire, de naufrage, de conquête puis de disparition de l'île, ou de légendes liées à cette île-là. Enfin, tout l'imaginaire et tout l'historique est lié à cette île. Et il y a des histoires magnifiques. Donc c'est un livre à offrir aux êtres qui aiment la pensée des îles abandonnées. Pour Noël, j'offrirai Manifeste pour une démocratie déviante de Costanza Spina, qui est paru aux éditions Trouble, parce que c'est un essai qui à la fois dit les termes et donne de l'espoir. Je trouve qu'il fait du bien. Donc c'est un livre qui s'articule en deux parties. La première partie va porter sur les luttes contre, donc c'est-à-dire le fascisme qui ronge nos sociétés, et Costanza Spina s'attache aussi à montrer comment nos sociétés, nos démocraties capitalistes héritent des régimes autoritaires du XXe siècle. Et la deuxième partie va se concentrer sur les luttes pour, donc les révolutions romantiques qui sont portées notamment par la pensée féministe et queer. Et je trouve que c'est un essai à la fois philosophique, politique, mais aussi très sensible, parce que Costanza Spina parle beaucoup de sa vie, et qui est très brillant. Et Costanza Spina, en fait, repense l'amour, le soin, le collectif, la justice, la spiritualité, et va les ériger en force politique, et montrer à quel point elles sont indispensables à nos communautés queer. Donc voilà, c'est un essai qui fait du bien. Merci. T'as ce qu'il faut, tu... C'est vraiment un livre qui est très réconfortant, qui est très simple, très clair, il est même lumineux. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez abstrait aussi dans la pensée, hein, comme ça, Agnès Martin. Ses réflexions, ce sont des toutes petites, de toutes petites conférences, ce sont des textes très courts, et avec vraiment la volonté d'aider des jeunes artistes, des étudiants. C'est comme si elle les aidait à pas trop perdre leur temps. Et il y a aussi des petits poèmes qui sont très mystérieux dans ce texte. Donc je pense que c'est un bon livre à offrir. Et d'ailleurs, je l'offre régulièrement. J'en achète souvent 4-5 et je les distribue. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home, I was a fool. Alors, je voulais vous parler d'un texte magnifique qui s'appelle Lambeau de Charles Juliet. Il vient de nous quitter, il avait 90 ans, donc au mois de juillet. Dans ce texte qui est autobiographique, il revient sur sa naissance, son enfance, son adolescence et la vocation qu'il va avoir pour l'écriture. Il va nous parler de ses deux mères, sa mère biologique qui va décéder peu après sa naissance, et sa mère adoptive, donc dans un milieu rural dans l'Ain. Il va devenir enfant de troupe, il va embrasser donc une carrière militaire, et puis à 23 ans, il décide de se consacrer entièrement à l'écriture. Donc ce livre est vraiment porté par une très belle écriture, à la fois très simple, très profonde, et c'est vraiment un très très gros coup de cœur que j'ai depuis que je connais ce livre.
J'espère que tu l'as pas déjà. Non. Trop bien. Alors, c'est Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes. Trop bien. Merci beaucoup, Arthur. De rien. Et donc, c'est un collectif qui a fait ça, qui s'appelle Les Jaseuses. Ouais. Et donc, en fait, il y a pas mal de gens plus ou moins proches du collectif qui ont écrit des petits textes dedans, à chaque fois sur une figure mythique, mythologique, voilà, plus ou moins féministe, sous une perspective féministe en tout cas. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a plein de petits textes que tu peux picorer. Ouais. Ce genre de livre, par exemple, c'est hyper bien pour monter pour quand on travaille sur des pièces, par exemple, avec nos élèves. L'année dernière, on a travaillé sur les métamorphoses d'Ovide, ou en tout cas, c'est toujours bien de pouvoir avoir des... là, par exemple, je me dis, ça aurait pu grave servir, en fait. Ouais, c'est ça, je me dis, c'est un petit dictionnaire, donc en effet, toi, dans ton travail de mise en scène, j'espère que ça peut t'inspirer. Carrément, franchement, ouais, de ouf. C'est trop bien, trop intéressant. Dans le même thème, il y a le livre Le Dérangeur du collectif Piment. Et pareil, ça parle de race, ça parle de racisme, ça parle de culture aussi, mais par rapport au racisme encore. Et il est très drôle. En fait, c'est un lexique avec des définitions, donc race, racisé, intersectionnalité, misogynoire, plein de termes très militants ou alors très théorisés, mais expliqué d'une manière tellement accessible et parfois tellement drôle. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit putain, mais tout le monde devrait le lire. Même mes amis qui sont très de gauche, très déconstruits, mais qui ont encore plein de biais de classe, de race ou de sexisme. Comme le titre l'indique, ça dérange en fait. Ça dérange et je pense que il gagne à être vachement lu. Encore une fois, il est très accessible et moi je trouve qu'on peut pas avoir un impact si on n'est pas accessible en fait. Ouais, si on n'est pas accessible, je vois pas trop à quoi ça sert sauf à éduquer entre guillemets que des personnes qui peuvent le faire. Mais le dérangeur, il est accessible, il est drôle, il pique. Franchement, il pique de ouf. Franchement, tu vois, il y a des dans l'une des pages, il y a un bingo. Donc je crois que c'est le bingo de l'année de gauche, un truc comme ça. Et dedans, il y a plein de trucs, genre je porte des Véjas, j'ai acheté un appartement dans le 18e arrondissement, j'écoute Kerry James. C'est plein de trucs complètement cons, mais qui sont tellement réels. Donc j'offrirais ça, je pense, à plein de gens. À plein de gens que je connais et je pense qu'on devrait offrir ça aux gens qui se disent trop déconstruits mais qui finalement sont pas tant déconstruits que ça. La ville et ses pièges, ce sont mes privilèges. Je suis riche de ça mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui prennent un nom. Un livre que j'offre, que j'aime bien, c'est Au hasard des rues de Virginia Woolf, donc parce qu'il est petit, il fait pas beaucoup de pages, l'édition est assez jolie et pour moi c'est un peu la synthèse de Woolf, c'est-à-dire que en fait c'est juste Virginia Woolf qui se rend compte qu'il lui manque, je crois que c'est un crayon à papier et elle sort du coup pour aller en acheter et du coup elle fait un chemin comme ça, elle se balade, elle croise différentes choses sur son chemin. Et je trouve que c'est super parce que ça part vraiment de rien et elle arrive à construire un récit comme ça et c'est hyper agréable, je trouve, en tout cas. Donc c'est quelque chose que j'offre puisque je trouve ça mignon, quoi. Puis en général, on connaît pas trop ce texte-là, donc je préfère offrir ça plutôt qu'une chambre à soie, tu vois, par exemple, parce que tout le monde connaît, puis aussi tu l'as sur Internet. J'essaie de temps en temps d'être un peu originale. Ça raconte l'histoire de lui qui doit, avec son frère et sa belle-sœur, transporter un canapé-lit depuis la maison de sa grand-mère qui est en banlieue parisienne jusque dans la maison de famille dans le fin fond de l'Auvergne. Et du coup, le roman se déroule
pendant tout le trajet en bagnole de la banlieue jusqu'à l'Auvergne, mais c'est le prétexte de raconter et de dérouler plein d'anecdotes de sa vie et des trucs assez potaches au final, un peu, je sais pas, lui qui a la chiasse dans un bus au Tibet, des trucs un peu poète-poète. Sauf que du coup, il y a ce mélange d'humour, un peu humour à la papa, ou de tonton, je sais pas quoi, mais d'une écriture hyper léchée et pareil avec ces espèces de tournures de phrases incroyables. Et c'est vraiment à se tuer de rire. Enfin, moi, je trouve ça, mais hilarant. Et il y a un truc qui est vachement généreux et un peu espiègle aussi dans cette écriture parce que il en fait des caisses, mais il le sait qu'il en fait des caisses. Et du coup, je sais pas, j'ai dû l'offrir genre 4-5 fois ce bouquin parce que, du coup, c'est court et c'est super drôle. Donc c'est un truc où t'es à peu près sûr que ça va plaire, quoi. Il y en a un parce que je l'ai découvert récemment, et pas uniquement parce que c'est des copains qui ont travaillé sur la traduction, mais je crois que là, si je devais offrir un livre à quelqu'un, ce serait Les Lettres révolutionnaires de Diane Di Prima, qui viennent de sortir en traduction française chez Zoëm, et dont j'ai assisté à une super lecture, et qui est une poétesse qui mériterait d'être plus connue en France, qui est aussi dans le recueil sur les poètes de la Beat Generation. Qui est une poète qui mérite vraiment d'être plus connue. Donc là, si je devais offrir quelque chose à quelqu'un, j'offrirais probablement ce texte-là ou Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. Mais parce qu'il vient de sortir aussi, c'est piégeux. Un texte à offrir, j'aurais mis Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman. Une amie aussi m'avait offert ce texte que j'ai trouvé trop beau, qui est Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, qui est magnifique. C'est très court, quoi, ou quand on l'achète en papier, c'est un livre tout fin. Et ça, je trouve ça génial d'offrir en tout cas des livres qui sont un peu des fragments. C'est un texte facile à lire, qui est court, donc ouais, je trouve qu'à offrir... Je l'ai déjà offert, en effet. Je l'envoie aussi, pareil. Et en fait, elle me disait, j'adore ce texte, j'en ai acheté plein, et du coup, j'en offre aux gens que j'aime, parce que j'ai envie que tout le monde l'ait lu. Et puis, en fait, effectivement, ça a aussi vraiment été un texte, je me suis dit, mais oui, c'est ce que je ressens, moi aussi, qui suis si mélancolique, et du coup, je l'offre aussi. Je l'offrirai pas à quelqu'un qui est au bord du suicide. Mais je crois que, en fait, ces auteurs-là, ils font du bien aux gens qui vont pas bien. Ouais. Et bien sûr, enfin, on se sent moins seul. C'est un livre que m'a fait découvrir une amie quand on était toutes les deux dans le même master, et j'ai trouvé merveilleux. Et en plus, j'ai du mal à expliquer pourquoi je le trouve merveilleux. C'est un roman d'aventure, et je trouve que c'est un équilibre parfait, d'aventure, il y a un peu une histoire d'amour, mais pas à l'eau de rose, quelque chose de fin. C'est un petit peu mystérieux. Le rythme est parfait, suffisamment soutenu, mais il prend aussi assez son temps pour qu'on ait des vrais moments d'émotion. Et c'est un livre incroyable, sans que je me l'explique effectivement totalement. Et c'est un livre que j'offre tout le temps. C'est-à-dire que dès que je passe devant un bouquiniste, notamment dans les marchés, là, avec leurs grandes tables et leur poche à 2 € pièce, s'il y est, je le prends. Je le prends toujours et je l'offre. Et toutes les personnes à qui j'ai offert ce livre m'ont remercié, voire plusieurs fois d'ailleurs, de leur avoir offert. Coucou tout
tous, c'est moi Marguerite. Alors, pour ce calendrier de l'Avent des lectures, j'ai décidé de présenter Palais Poli de Usamaru Furuya. C'est vraiment, si on devait le décrire simplement, une collection de pets cerveaux d'un mangaka qui va plus très bien dans sa tête. mais c'est fait avec finesse et surtout c'est très très drôle. Donc si vous en avez trop sur le ciboulot, c'est un bon moyen de se mettre en mode avion du cerveau. Par exemple, c'est que des petites histoires qui tiennent sur une page et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Par exemple là, c'est drôle, on a l'inspecteur Colombo, je sais toujours pas ce qu'il fait là-dedans. On a un mangaka qui devient fou et qui voit le fantôme de ses planches rejetées qui vient l'embêter. On a un PDG d'entreprise qui pète un câble devant ta porte, devant le Judas de ta porte. Voilà. Et on a... Ah, ça c'est ma rubrique préférée, ça. Le jour des tri sélectifs. Donc c'est des trucs divers et variés qui vont à la poubelle. Là, en l'occurrence, c'est des trucs mignons. Voilà, je sais pas vraiment comment le résumer en une phrase, parce que c'est très 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 divers. Mais chaque histoire, donc chaque page, c'est quand même, il y en a beaucoup. Il doit y avoir une centaine de pages. Chaque histoire est excellente. Et vraiment, ça fait du bien. Palais Poli! Joyeux Noël! J'offrirai, donc je pense que je vais d'ailleurs l'offrir beaucoup à Noël, Les femmes sont aussi du voyage de Lucie Azéma. Et c'est un livre super, alors qui se lit super bien parce que c'est plein d'anecdotes géniales où elle explique, donc elle c'est une très grande voyageuse, pas du tout comme moi, elle part tout le temps seule à l'autre bout du monde avec son sac à dos, tac tac. Et donc son livre, il est en plusieurs parties. Elle raconte d'abord à partir de journaux de voyageuses, de romans, etc. La difficulté d'accorder la liberté de voyage aux femmes, en fait. Et donc elle retourne tout ça au contraire en mettant en avant des biographies de voyageuses. Et puis elle dit ensuite tout ce que ça permet, en fait, le voyage. Donc elle connaît en plus plusieurs langues. Et dans son livre, elle en parle de ça, de comment la connaissance des langues permet aussi de voyager dans des images différentes, de comprendre des systèmes de pensée différents. Et c'est magnifique, en fait. Donc voilà. Donc si j'avais un livre à offrir, je l'offrirais celui-là. Aux garçons comme aux filles. Voilà. C'est pas juste aux filles pour leur dire, allez-y les filles. C'est le livre que j'offre à tout le monde. C'est un livre qui m'a sauvée quand j'allais pas bien du tout. Après une rupture, tiens, comme c'est étonnant. Et en fait, c'est un livre qui m'a donné un bout de liberté en le lisant. C'est un livre qui invite au voyage. C'est un récit autobiographique de Patti Smith qui raconte un bout de sa vie avec le photographe Robert Mapplethorpe. Et en fait, Patti Smith, elle a débarqué à New York. Elle a vécu SDF à New York pendant plusieurs semaines. Elle te raconte tout ça. Et après, de fil en aiguille, elle a trouvé des logements par-ci par-là, elle a logé chez des gens et tout. Mais elle a vécu une vie où elle a complètement... en fait, le fait qu'elle est une femme n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai déjà peur de voyager toute seule. Je m'imagine pas à sa place. Enfin, elle a pas... En tout cas, pendant cette période-là, elle raconte pas qu'elle a subi de violence ou quoi. Elle a juste vécu comme une poète, en fait. Vraiment, son long manteau sur ses épaules, son petit sac de vagabonde, et puis... elle s'est barrée, elle a dormi dehors et c'était ok en fait. Et elle a un style d'écriture qui est celui du journal de voyage. Donc quand tu la lis, t'es avec elle dans sa temporalité et t'es complètement dans l'ambiance. Tu peux entendre ce qui se passe, tu peux sentir,
c'est un vrai voyage en fait. C'est pour ça que je l'offre, c'est une invitation à voyager et encore une fois, en tant que femme aussi, c'est très empouvoirant de dire ça. Si vous ne savez toujours pas quoi offrir, une seule solution, Tut de Pauline Le Cerf. Alors Pauline Le Cerf, vous connaissez déjà son travail puisque c'est à elle qu'on doit la magnifique identité visuelle de ce podcast et elle a fait paraître l'année dernière ce magnifique recueil de strips qui est donc non seulement un très bel objet mais qui est très rigolo et qui est également très intelligent puisque Pauline elle a ce regard, elle a cette capacité à s'intéresser à des détails apparemment anodins de notre existence pour en tirer toute une réflexion et toute une poésie. Donc par exemple, les lampadaires qui étaient au cœur de son projet Lampadaire Magazine, dont je lis un extrait dans le podcast qu'on avait enregistré ensemble et qu'on retrouve par ici. Mais évidemment, Tut, cette couverture et ce titre, ça fait aussi écho à la réflexion de l'autrice sur les klaxons qu'elle nous partage dans la slide suivante. C'était venu d'une conférence que j'avais fait sur l'histoire des klaxons et de leur utilisation en tant que langage. Et pour le coup, c'était parti d'une réflexion que je m'étais faite au Caire, où c'est un outil qui est beaucoup plus usité qu'en Belgique, qu'en Europe. Où vraiment le klaxon peut même être utilisé pour dire des messages positifs. Donc si on fait 3 coups de klaxon, on dit le mot bahebek, qui veut dire je t'aime, et du coup ça veut dire merci. Enfin il y a plein de systèmes et les gens ne sortent pas de leur voiture et d'un coup j'ai eu cette épiphanie où je me suis dit c'est fou, on a créé un système où en fait on est enfermés en fait les uns à côté des autres et il nous reste ce mode de communication. Et je trouvais que c'était assez signifiant. Qu'on pouvait dire plein de choses avec et du coup voilà ça m'a inspiré ça. Et donc voilà cette façon de partir d'un détail absurde ou rigolo de nos existences pour aboutir à une réflexion sur la communication et sur l'incommunicabilité tout en restant bien sûr drôle puisque chez Pauline comme chez la plupart de mes artistes préférés le rigolo c'est la politesse de la profondeur. Et c'est aussi un très beau cadeau pour vos amis artistes, pour vos amis qui seraient dans cette position-là, qui essaieraient d'atteindre l'absolu, puisqu'il y a toute une réflexion sur l'art et sur le monde de l'art, et voilà pourquoi toute cette médiation qui s'interpose entre nous et l'œuvre d'art, c'est parce que si on avait ce contact non médié à l'œuvre d'art, eh bien on tomberait dans cette dimension parallèle, le monde de l'art, où il se passe plein de choses à la fois inquiétantes et à la fois excitantes, stimulantes. Et si j'avais vraiment des capacités en analyse d'image, je parlerais de cette technique de l'aplat et de cette usage des formes et de la page, etc., que Pauline maîtrise à la perfection, mais ce n'est pas le cas, et je vous conseille simplement Tut de Pauline Le Cerf, un must-have. Salut Intertexte, le podcast. Donc pour ce nouveau jour du calendrier de l'Avent, je vais détonner légèrement. Le texte que j'aimerais partager, c'est Percy Jackson, The Lightning Thief. C'est le premier tome de la saga. Moi, j'ai découvert cet univers cette année sur les conseils d'une amie. Je suis très fan d'heroic fantasy. Je suis toujours à la recherche d'alternatives au traditionnel. Harry Potter marqué de transphobie en plus maintenant. Et sincèrement, j'ai été très surprise par cette réécriture des mythes à sauce America. Percy a un protagoniste très attachant, plein de nuances et les dialogues sont sincèrement plutôt très drôles et très réussis. Je trouve que c'est un bon conseil détente pour les longs trajets de fin d'année. En tout cas, moi, ça me sort totalement des lectures plutôt SHS, intello que je côtoie
habituellement. Voilà. C'est un premier roman, et c'est un livre très très intense, pas évident à lire. Je pense que l'écriture est très très exigeante. Mais je l'ai choisi comme texte à offrir parce que je pense que beaucoup de gens peuvent y trouver leur compte. Peu importe ce que tu cherches en fait. C'est l'histoire, rapidement le pitch, c'est une jeune fille qui a 14 ans, ça se passe aux États-Unis. Elle grandit avec son père qui est un survivaliste incestueux, clairement. Et elle grandit dans ce milieu-là, et elle passe beaucoup de temps dans la nature aussi. T'as des descriptions de nature qui sont magnifiques, donc ça fait partie de la branche de littérature américaine de nature writing. T'as des descriptions des plantes pendant des pages et des pages, etc. Et des montagnes et tout ça. Et pour moi, il y a tellement de choses dans ce livre, tu vois. T'as l'histoire d'une adolescente, c'est un peu un roman d'initiation, elle grandit, etc. Elle découvre la vie, l'amour aussi. Il y a un côté très très thriller presque, parce qu'il y a des moments qui sont très très intenses, où il y a beaucoup de suspense, beaucoup de tension. Je veux pas spoiler tout ce qui se passe dans le livre, mais il y a une écriture aussi qui contribue à cette tension-là, parce qu'il utilise beaucoup le stream of consciousness, donc tu te retrouves dans les têtes des personnages et t'es pris un peu dans leur névrose, etc. C'est un livre assez féministe, je pense, par certains égards, qui a aussi une grande dimension politique et tout ça. Il y a des passages qui sont très drôles. Enfin voilà, je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose. Et c'est assez fort, surtout pour un premier roman, d'avoir écrit un livre qui pourrait plaire à tellement de gens différents, je pense. Au four, le croque-monsieur, au four, qu'il soit bien croustillant tout autour. Croque, croque, croque le croque-monsieur. Alors moi, ce que j'aimerais offrir pour Noël, c'est l'album Jeunesse non binaire, qui a été écrit par Audrey Jésus et illustré par Anna Winter. En plus, Non Binaire est sorti en décembre 2024, donc c'est son premier Noël, ce qui est une excellente raison de l'offrir, mais c'est vraiment pas la seule. Donc Non Binaire, ça suit les aventures de Non Binaire, et c'est un album jeunesse qui est très très marrant. C'est à partir de 3 ans, mais moi je le conseillerais vraiment à tout le monde. Ça parle de genre, ça parle d'amitié, ça parle de jeu. C'est hyper original, les dessins sont très beaux, très créatifs. Tous les petits personnages sont vraiment uniques. J'ai vraiment adoré me plonger dans cet univers, dans ces dessins. Puis l'humour était vraiment top. Je pense que ça doit être très sympa à lire à plusieurs. Et puis à la fin de Non Binaire, on a la recette du croque non binaire, qui est complètement exceptionnelle, qui comporte du chou rouge. Donc je pense que c'est vraiment à tester. Alors moi, je vais recommander quelque chose que, à mon avis, on connaît de nom, qui est le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, mais auquel on pense pas forcément comme cadeau. Je vais pas recommander n'importe quelle édition, je vais recommander celle qui a été faite par Martin Rosson, si on le veut à l'anglaise, qui est une édition illustrée. Alors c'est pas juste une BD, avec des cases et des bulles, il y a quelques planches qui sont comme ça, mais c'est surtout une grande fresque illustrée, alors en noir et blanc, avec du rouge très cru, très sanguin, qui vient vraiment mettre en image le texte, lui donner une perspective à la fois historique et plus contemporaine, avec des petits éléments comme un masque à gaz ou des choses qui tiennent beaucoup plus d'une histoire après l'écriture du texte, parce que ça date de 48, ce texte-là. Et qui permet, je trouve, à la fois d'approcher plus facilement le texte. Peut-être que si on a peur de lire Marx et Engels, on va pas forcément se lancer dans le Capital ou même dans le Manifeste en tant que texte lui-même. Mais là, qui permet donc à la fois d'avoir quelque chose de plus facile pour rentrer dedans, et en même temps, moi, je trouve que ça donne une nouvelle dimension très sombre. Après, c'est l'époque du gothique aussi quand ils l'écrivent, donc ça marche très bien, très sombre, très cru parfois, mais je trouve qu'il apporte aussi une autre dimension au texte vraiment intéressante, et donc qui en fait à la fois quelque chose d'intéressant si on a envie de doucement s'aventurer dans toute la pensée marxiste, et qui en fait aussi un bel objet pour des gens qui sont sensibles aux ouvrages illustrés,
aux BD, aux romans graphiques. Donc c'est à mon avis quelque chose à mettre entre beaucoup de mains différentes. Hello, moi j'aimerais offrir le livre Dérive de Kate Zombreno, traduit par Stéphane Van der Haag. Le pitch du livre, c'est une autrice qui doit rendre un livre à son éditeur qu'elle n'a pas encore écrit. C'est l'été à New York, elle n'arrive pas à en écrire une ligne. Donc c'est un espèce de journal de travail qui devient un peu un journal de pensée, un peu à la Déborah Lévy. Elle décrit un présent qui l'empêche d'écrire, qui oscille un peu entre des histoires personnelles, des références aux artistes qu'elle aime, comme Chantal Akerman ou Kafka entre autres. C'est un livre en fragments, donc on peut s'arrêter et reprendre quand on veut. C'est un livre avec des pauses et ça fait du bien, surtout en ce moment. Elle parle de yoga, de chiens, de ses amis, du bébé qu'elle a dans le ventre, du temps qui passe, du monde qui l'entoure et surtout de création. Elle écrit, je cite, « La texture de l'ennui et l'hémorragie des jours ». Moi j'en garde un souvenir très doux malgré la solitude, les doutes et la difficulté à écrire parce qu'elle partage aussi la joie qu'est la création et c'est beau. Je trouve que c'est un peu un baume pour toutes les personnes qui veulent ou qui écrivent. Alors moi, je recommande un roman qui est sorti chez Grasset en septembre 2024 qui s'appelle Maniaque de Benjamin Labattu. C'est un auteur chilien qui avait déjà écrit il y a quelques années un recueil de nouvelles qui est sorti en poche qui s'appelle Lumière aveugle sur une galerie de personnages de scientifiques. Et là, avec son nouveau roman Maniaque, c'est un roman en 3 parties, mais la partie centrale se concentre sur la biographie plus ou moins fictionnée de Van Neumann, qui est le père de l'ordinateur, qui a participé au projet Manhattan et qui est surnommé le Martien à cause de la rapidité avec laquelle il réfléchit. Et selon moi, c'est vraiment le meilleur romancier pour décrire le monde des mathématiques et, avec Maniaque, les prémices aussi de l'intelligence artificielle. Je veux un chat, un animal, quelqu'un de bien. J'ai découvert une autrice qui me plaît énormément, qui s'appelle Claudie Hunzinger, qui s'est mise à écrire à 70 ans et qui est déjà, je crois, à son 5e ou 6e roman publié chez Grasset. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'il est trop tard pour se mettre en écriture ou à l'œuvre, ça m'inspire énormément. Et c'est son dernier texte qui s'appelle Un chien à ma table, qui se passe dans une vallée, enfin sur le flanc d'une montagne où elle vit avec son compagnon depuis des années. Et un soir ou un matin, je ne sais plus, un jour, disons, arrive une chienne. Et en fait, l'immense bonheur de ce texte, la beauté de ce texte, c'est que donc cette narratrice parle de 2 vieux, des vioques. Donc on est dans la carcasse, dans le corps d'une femme de plus de 80 ans, dans l'amour de 2 êtres de plus de 80 ans, avec toutes leurs petites impossibilités, tous leurs immenses possibles, et surtout, tout est vivant. C'est-à-dire la chienne comme le compagnon de vie, comme les plantes, comme les livres, comme la matière. Tout est l'immense danse du vivant. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est romantique dans le livre. C'est vraiment une expérience du sensible. Et donc, cette autrice vit depuis plus de 60 ans dans les Vosges, entourée par la nature.
Et on sent que ça... Enfin, moi, je sens dans ce texte une vie mêlée aux éléments. Et donc, c'est un texte que j'ai beaucoup offert, qui est extrêmement bien écrit, mais qui m'a attrapé à un endroit très intime que j'aurais du mal à décrire. Il faut lire ce livre qui est vraiment un bijou. Old toy trains, little toy tracks, little toy drums, coming from a sack, carried by a man dressed in white and red. Et puis j'aime bien aussi offrir des livres qui ont un lien avec la personne à qui j'offre le livre, et donc ça exclut la possibilité du cadeau par défaut. Ouais. C'est-à-dire à chaque fois on repense à la trajectoire de l'autre, et puis on choisit quelque chose, et quand ça marche, je suis hyper contente. Mais comme je pense quand on me présente deux amis qui viennent de deux groupes complètement différents et qu'il y a quelque chose qui se passe, là on est très heureux de ce genre de choses. Non, d'une certaine manière, les textes dont on a parlé, j'en ai offert pas mal. Les Argonautes de Maggie Nelson, je l'offre, mais je pense aussi parce que j'aime bien le format, et je trouve que c'est justement ce côté petit livre, mais que je trouve tellement riche et tellement profond. C'est quelque chose qui s'offre bien, parce que c'est pas quand on offre un roman qui est plus gros, il y a un peu un côté vas-y, passe un mois de ta vie à le lire, quoi. Ouais, c'est un truc un peu envahissant. Oui. En même temps qu'un geste généreux, il y a un peu un truc de oui, j'ai pensé en fait que tu pouvais consacrer tant d'heures de ta vie à mon cadeau, parce que mon cadeau est vraiment bien. Et parfois c'est vrai. Mais finalement voilà, on est moins sur j'ai commandé un bouquet de fleurs de 2 mètres carrés quand on offre un livre qui est plus mince.